Alors, j'appelle le docteur Al-Mqaddam, qui va présenter un travail sur le rétinoblastome, expérience d'un service dans un pays en développement, donc au CHU de Fès, travail réalisé en collaboration avec le service d'hémato-oncologie pédiatrique, d'ophtalmologie, de pédiatrie, de radiologie. Je vous remercie. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter un résumé de notre travail intitulé « Le rétinoblastome, expérience d'un service dans un pays en développement ». Donc le plan que je vais suivre est le suivant. En guise d'introduction, le rétinoblastome est une tumeur maligne rare de la rétine. Son incidence est estimée à 1 sur 5000 naissances. Le symptôme initial le plus fréquent est la leucocorie. Il s'agit d'un sujet de préoccupation dans les pays en développement, vu le retard du diagnostic et le taux de mortalité encore élevé. Les objectifs de notre étude est de mettre le point sur les aspects épidémiocliniques, thérapeutiques et pronostiques de la maladie. Il s'agit d'une étude rétrospective et descriptive qui est réalisée sur une durée de 11 ans et 10 mois, allant du 1er janvier 2012 au 31 octobre 2023, au sein du service d'hémato-oncologie pédiatrique du CHU Hassan de Fès. La classification internationale du rétinoblastome a été utilisée pour déterminer le stade clinique des tumeurs. Donc, concernant les résultats, durant la période d'étude, nous avons colligé 65 cas. Ils sont répartis en 32 garçons et 34 filles, avec un sexe ratio de 0,9. L'âge moyen des patients au moment du diagnostic est de 25 mois, avec des extrêmes allant de 3 mois à 14 ans. 41% des patients sont âgés de moins de 2 ans et 53,8% des cas sont âgés entre 2 et 5 ans. Quant à 4% des cas, ils sont diagnostiqués à un âge supérieur à 5 ans. Le délai moyen de consultation est de 5 mois, allant de 1 semaine à 18 mois. Le motif de consultation le plus fréquent est la leucocorie, dans 84% des cas, suivi par l'exophtalmie dans 15% des cas, le strabisme dans 13% des cas, et enfin la baisse d'acuité visuelle dans 10% des cas. Donc c'est des images de nos patients. La première, c'est une leucocorie qui est bilatérale, et la deuxième, c'est un rétinoblastome dans sa forme extériorisée. Donc, le rétinoblastome est unilatéral au moment du diagnostic dans 70,7% des cas et bilatéral dans 29,3% des cas. Aucun cas de rétinoblastome trilatéral n'a été rapporté. Tous les patients ont bénéficié d'un examen ophtalmologique détaillé avec un fond d'œil. Il a permis de déterminer le stade de la tumeur selon la classification internationale du rétinoblastome. Les groupes prédominants sont le groupe D avec un taux de 46% et le groupe E avec un taux de 29%. Donc, ceci est un fond d'un de nos patients qui montre une masse tissulaire, exophytique, vascularisée, de contour blanc nacré et qui occupe toute l'aire maculaire, sans décollement rétinien en regard. L'IRM orbitocérébral, ou à défaut la TDM, a été réalisée chez tous les patients. Elle a permis d'objectiver dans 64% des cas un rétinoblastome localisé au niveau de l'œil et dans 32% des cas, un rétinoblastome avec un envahissement extraoculaire dans 10 atteintes du nerf optique. Donc, ceci est une IRM d'un de nos patients où l'on voit un rétinoblastome bilatéral avec une infiltration de la graisse intraconique et du nerf optique à gauche. Tous les cas ont été traités selon le protocole RB 2008. L'énucléation a été indiquée chez 97% des patients, alors que le traitement conservateur, il n'a été indiqué que dans 9,5% des cas. Une chimiothérapie néo-adjuvante a été réalisée chez 69,2% des cas et adjuvante chez 36,5% des cas. Quant à la radiothérapie, elle a été indiquée dans 9,5% des cas. L'examen anatomopathologique donc de la place énucléée a permis d'identifier les groupes de risque, guidant les indications du traitement adjuvant. 9,7% des cas ont été classés comme risque élevé, 37% comme risque moyen et 53% comme faible risque. Donc, la survie globale à la fin du traitement est de 75,4% des cas. 4 patients sont toujours encore du suivi, en cours de traitement. 60% des cas sont en rémission complète. 26% des patients sont décédés et 7% des cas sont perdus de vue. Donc, pour le chapitre discussion, le rétinoblastome est un cancer rare de la rétine qui survient principalement chez le nourrisson et le petit enfant. Dans les pays développés, l'âge moyen au diagnostic varie de 5 à 15 mois. Cependant, le diagnostic est le plus souvent tardif entre contextes. Les sujets à risque sont les porteurs d'une mutation identifiée du gène RB1. Tous les rétinoblastomes bilatéraux sont héréditaires, alors que seulement 10 à 15% des rétinoblastomes unilatéraux, avec plusieurs foyers tumoraux rétinaux, le sont également. Le signe clinique généralement révélateur est la leucocorie. Donc, la leucocorie correspond à un reflet blanc pupillaire que l'on appelle aussi œil de chat. Cependant, dans la majorité des pays sous-développés, l'exophtalmie est le principal signe révélateur, à cause du retard diagnostique.
Son diagnostic repose essentiellement sur l'examen du fond d'œil et l'échographie oculaire grâce à la visualisation du lésion tumorale. Donc, cet examen permet de préciser les lésions intraoculaires et de définir le stade de chaque œil selon la classification internationale du rétinoblastome. L'IRM, quant à elle, est indispensable pour le bilan d'extension et aussi pour rechercher les lésions intracrâniennes éventuellement associées. L'objectif du traitement est de guérir l'enfant, de préférence en préservant sa vision. L'énucléation est indiquée dans la plupart des rétinoblastomes unilatéraux étendus, principalement les groupes E. Dans ce cas, une chimiothérapie néoadjuvante a pour but de réduire le volume tumoral. Le traitement conservateur peut être discuté en cas de petites tumeurs épargnant la macula. Il est généralement indiqué en cas de rétinoblastome bilatéral au niveau de l'œil le moins atteint. L'indication d'un traitement adjuvant dans l'objectif est de limiter les risques de rechute extraoculaire repose sur les résultats histopathologiques de la pièce d'énucléation. La survie à 5 ans est de 40 à 77% dans les pays en développement, tandis que dans les pays développés, elle aussi de 85 à 99% des cas. Une surveillance régulière ophtalmologique et pédiatrique doit se poursuivre dans les années qui suivent la fin du traitement. L'objectif est de rechercher une récidive tumorale, une atteinte contralatérale ou un cancer secondaire, surtout dans le cas du rétinoblastome héréditaire. Donc, pour conclure, il est indispensable d'améliorer la précocité du diagnostic du rétinoblastome, attirer l'attention sur les symptômes essentiels qui sont la leucocorie et le strabisme. En effet, il est certain que la prise en charge rapide des symptômes et le diagnostic à un stade précoce et limité, donc permet de diminuer la morbidité des traitements tout en augmentant les chances de survie et de préservation oculaire et visuelle. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci beaucoup pour le respect de temps, docteur Al-Muqaddam. Donc, je donne la parole à la salle. Vous avez 5 minutes pour le problème de restriction de temps, timing. Donc, si vous avez des questions, la parole est à la salle. Je vais juste sauter à la communication sur la précocité sexuelle. Je voulais voir l'impact alimentaire. L'impact alimentaire sur la prévalence de la précocité sexuelle. J'ai pas compris la question, madame. Docteur Debari, Kaina, non? Il n'est pas là? Fatiha Debari, il n'est pas là? Il est là. Alors, l'une des thèses qui a été faite en quelle année? Tu as fait ta thèse? Tu as fait ta thèse en quelle année? Alors, je vous présente le docteur Debari qui est à Lyon, qui exerce à Lyon et qui a fait en quelle année tu as dit? La thèse sur le syndrome de McConnell-Bright. Donc, c'est quelque chose de tout à fait à part, de tout à fait génétique, tout ça. Et donc, il y a longtemps, de mon temps, on parlait de l'impact de la précocité sexuelle. Avez-vous l'impression que la précocité sexuelle est quelque chose qui est devenu beaucoup plus importante, qu'elle a explosé qu'avant? Si on dit oui, qu'elle a explosé par rapport à avant, c'est qu'il y a probablement des facteurs qui interviennent. Et parmi ces facteurs, il y a l'alimentation. Il y a 5 ans, j'avais fait une communication sur la neurotoxicité. Il y a certainement l'impact de l'alimentation sur les gonades. C'est ça ma question. Ça. Oui? Sûrement, il y a des facteurs. L'épidémiologie, mais tu n'as pas vu l'épidémiologie, tu n'as pas. Non. Mais sûrement, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs d'alimentation. Donc, pour le temps, donc, on va passer à l'atelier. Donc, je vous distribue donc les attestations rapidement. Donc, les oratrices, donc, bébé face à l'écran. Voilà, bismillah. Bébé face à l'écran. Comme ça, on va gagner du temps pour le ramassage des doigts. L'expérience d'un service dans un pays de développement, rétinoblastome. Voilà, Kenza. Comme ça, vous allez pas chercher votre attestation à la fin. On va le donner tout de suite. Donc, j'appelle, puberté précoce, aspect clinique, diagnostic, thérapeutique, 400 cas. Voilà, Galéton. Les présentations, donc, doivent être un peu on affilé. GH, hormones de croissance. L'immunodépression. Les infections virales, voilà. Ah oui, 1 gramme par mètre carré pour l'hypocalcémie. L'immunodépression, terrain des infections virales. Ok, voilà.
réanimation néonatale. Cause de décès. Je vous remercie. Donc, on remercie les orateurs, les oratrices et l'assemblée et l'assistance qui ont participé à la réussite de cette session de communication orale. Et donc, on clôt la session et à la prochaine, Inch'Allah.